Ah, le marathon, la course, la sueur, l'épreuve ultime pour un simple coureur. En effet, ultime car en gros un marathon, pour être précis, ça fait dans les 42,195 km. Je ne suis pas allé chercher sur Wikipédia, pas du tout. Sauf qu'aujourd'hui, nous n'allons pas parler justement du marathon, nous allons parler justement de son origine. Donc, salut à tous, c'est Dr Cinco. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va porter sur l'origine du fameux marathon. La bataille de Marathon, en grec ancien Makitou Maraktonas, est un épisode de la première guerre médique en 490 avant Jésus-Christ. Elle a opposé un débarquement perse aux hoplites athéniens et platéens, qui ceux-ci remportèrent la victoire. Elle se déroule sur la plage de Marathon, qui n'est d'aucune surprise, sur la côte est de l'Attique, à proximité d'Athènes. Pour la petite histoire, à la suite de la révolte de Lyonie, Darius décide de châtier les cités grecques, malheureusement. Celles-ci avaient apporté leur aide à ces sujets rebelles. Après avoir pris Naxos et Érythrée, l'expédition perse, sur les conseils d'Hippias, qui espère reprendre le pouvoir à Athènes, débarque sur la plage de Marathon. Après 5 jours de face-à-face, la phalange athénienne et platéenne écrase l'infanterie perse, qui prend la fuite et rembarque au prix de lourdes pertes. L'armée grecque se replie alors rapidement sur Athènes pour empêcher le débarquement de l'autre partie du corps expéditionnaire perse à Phalère. C'est à ce moment-là que l'origine du marathon va être créée. En effet, Miltiade, le jeune qui a décidé d'envoyer un de ses sujets pour livrer le message à Athènes comme quoi la bataille de Marathon avait été gagnée, sauf que lors de son arrivée, le coureur est mort de fatigue juste après avoir délivré son message. Donc en gros, je le rappelle qu'il a couru en équipement tout entier. Donc du coup, ça devait faire plus de 30 kilos. Vous imaginez, vous, en train de courir avec une grosse cuirasse, un casque tout en acier, mesurant plus de 30 kilos. Franchement, pour ma part, je crève dès la première minute. Mais bon, chacun ses styles. Pour revenir à la bataille, cette victoire met fin à la première guerre médique. Donc en gros, la première guerre est composée d'une seule bataille. Donc en gros, les Perses ont essayé de se venger des Grecs, sauf qu'en fait, ils se sont fait botter le cul, en quelque sorte. Donc il y a eu une nouvelle attaque qui a eu lieu il y a 10 ans plus tard, sous la direction du fils de Darius, Xerxès Ier. La bataille de Marathon, elle a joué un rôle politique important avec l'affirmation du modèle démocratique athénien, et le début de grandes carrières pour les chefs militaires athéniens tels Miltiade le Jeune, comme je viens de citer, ou Aristide. De ce jour, Marathon reste une des batailles les plus connues de l'Antiquité, notamment grâce aux commémorations qu'elle a suscitées, telles que la course de marathon comme on vient de la citer, inventée à l'occasion des Jeux olympiques de 1896 à Athènes. Les auteurs antiques faisaient remonter les origines de la première guerre médique à la révolte de Lyonie, mais elle s'inscrit en fait dans le vaste mouvement expansionniste de l'Empire perse. Darius Ier, le roi de Perse, a ainsi déjà mis le pied en Europe avec la conquête de la Thrace et la soumission du royaume de Macédoine. Macédoine qui va être l'empire de Alexandre le Grand bien plus tard, qui est forcé de rallier l'alliance perse. Cependant, la révolte ionienne porte une menace directe sur l'intégralité de l'empire et Darius est décidé à châtier tous ceux qui s'y sont trouvés impliqués, dont les cités de l'Égée et de la Grèce continentale. En gros, Darius, il est pas content parce que les Grecs, ils ont aidé les Ioniens lors de leur révolte, alors que l'Ionie, normalement, était sous domination perse. Du coup, elle s'est faite aider, en quelque sorte, par les Athéniens. Du coup, en gros, pour que vous compreniez, Darius, il est en colère contre les Grecs pour avoir aidé les Ioniens. Lors de la révolte de Lyonie, Athènes et Érythrée ont envoyé 25 trières aider les cités d'Asie mineure, tandis qu'un corps expéditionnaire ravage Sardes, avant de se replier et d'être vaincu à Éphèse par la satrape Artapherne, frère de Darius. En 494 avant Jésus-Christ, après 6 ans de conflit, Darius finit d'écraser les cités rebelles. Donc en gros, il a fini son boulot et il va pouvoir s'occuper des Athéniens bien comme il le faut. Puis les Perses se soumettent par la force ou la diplomatie des îles de la mer Égée.
De nombreuses cités du continent ont reçu des ambassades de Darius Ier, demandant leur soumission et s'y sont pliées. Athènes et Sparte ont d'ailleurs refusé et même, selon Hérodote, mis à mort les émissaires. Donc en gros, ceux qui ont vu 300, à Sparte, c'est un peu ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'ils les ont carrément jetés dans des puits. La logique était présente, mais bon, chacun sa manière. Fin 491 avant Jésus-Christ ou début 490 avant Jésus-Christ, une expédition navale de 600 trières menée par Artapherne II, fils du satrape de Lydie, et Datis est envoyée pour écraser les insoumis. Naxos est pillé et ses temples brûlés. Puis la flotte fait voile vers Érétrie, qui est prise après 7 jours de siège. Elle est incendiée et sa population réduite en esclavage. Les 4000 clérouques athéniens envoyés en son secours ont dû prendre la fuite. L'expédition se tourne ensuite vers Athènes et suit les conseils d'Hippias, l'ancien tyran athénien déposé 20 ans auparavant et qui espère reprendre le pouvoir grâce à ses partisans au sein de la cité. Il conseille aux Perses d'aborder par la plage qui borde la plaine de Marathon à 38 km d'Athènes, longue de 4 km environ et adaptée aux manœuvres de cavalerie. Hérodote donne une date dans le calendrier lunisolaire dont chaque cité grecque utilisait une variante. Des calculs astronomiques permettaient d'obtenir une date dans le calendrier julien proleptique. En 1855, Auguste Boct a déterminé la date du 12 septembre en -490 et c'est la date communément admise. Le 12 étant le jour du débarquement des troupes, l'affrontement en lui-même aurait donc lieu le 17 septembre. Selon un autre calcul, il est possible que le calendrier spartiate ait eu un mois d'avance sur le calendrier athénien, auquel cas il faudrait retenir la date du 12 août. Cependant, les Grecs ont choisi de faire commencer les célébrations du 2500e anniversaire de la bataille dès le 1er août. L'armée athénienne, sous le commandement de Miltiade le Jeune, le général athénien le plus expérimenté contre les Perses, est envoyé bloquer les sorties de la plaine de Marathon pour empêcher l'armée perse de s'avancer dans les terres. En parallèle, Phidippides, un coureur messager, est envoyé demander des renforts à Sparte. Mais la cité laconienne célèbre alors les Carnéias. En gros, si vous voulez, les Carnéias, c'est en gros, vous voyez les vignes, la coopérative. Ouais, je sais plus comment ça s'appelle, mais en gros, c'est un rapport avec les vignes où ils honoraient Apollon. Ceci implique une trêve militaire jusqu'à la pleine lune suivante. Les forces spartiates ne peuvent partir qu'après un délai de 10 jours. Du coup, les Athéniens qui viennent de recevoir le renfort d'un petit contingent de platés, ils sont donc quasiment seuls. Du coup, leur chance est minime. Les deux armées se font face pendant 5 jours. L'attente joue en faveur d'Athènes car chaque jour qui passe rapproche l'arrivée des renforts spartiates. Les stratégies des armées grecques et perses ne sont pas connues avec certitude, les écrits des auteurs anciens étant parfois contradictoires, et plusieurs hypothèses sont possibles, les mécanismes du déclenchement de la bataille découlant de ces différentes possibilités. Ceux-ci ne sont également que des conjectures. Les Athéniens n'ont pas attendu derrière les remparts de la cité, mais se sont rendus à la rencontre de l'ennemi. Donc, en gros, ça fait un gros bloc qui se sont rentrés dedans. Ils sont rejoints sur place par leurs alliés platéens, ils sont en position défavorable à Marathon, et ils ont dû mobiliser tous les hoplites disponibles, et sont malgré tout en infériorité numérique, au moins à 1 contre 2. Donc du coup, ça laisse peu de chance pour eux. De plus, ils ont dû dégarnir la défense de la cité. S'ils sont pris à revers, ils en sont coupés tandis que toute attaque contre celle-ci ne rencontrerait aucune résistance. Toute défaite à Marathon signifierait aussi l'anéantissement total de l'armée athénienne. Les Athéniens doivent donc bloquer les Perses sur la plage de Marathon, en les empêchant d'en sortir et éviter d'être débordés sur les flancs. Ils ont réalisé le premier objectif, ils n'ont donc pas besoin de déclencher la bataille trop tôt. Par ailleurs, les hoplites étant vulnérables face à la cavalerie dont disposent les Perses, toute attaque est risquée. Le camp grec est protégé sur les flancs par un petit bois ou par un abatis de pieux, selon les traductions, réalisant ainsi le second objectif. Cette hypothèse semble donc contredire la version d'Hérodote, selon laquelle Miltiade aurait souhaité attaquer le plus tôt possible. Donc en gros, il est chaud, le général athénien. La stratégie des Perses reste elle aussi hypothétique. Selon Lévi, ils souhaitent vider la cité de ses défenseurs, les fixer à Marathon, en débarquant la moitié de leurs troupes, et contourner les hoplites pour prendre Athènes par la mer. C'est porte ouverte par les hommes d'Hippias. C'est une des raisons pour laquelle, bien qu'en supériorité,
numérique, les Perses n'auraient pas immédiatement attaqué. Une autre est qu'ils se méfient des hoplites, beaucoup plus puissants comme je viens de vous le dire, que leur infanterie légère. Une partie des troupes perses, y compris la cavalerie, pourrait donc avoir rembarqué, avec pour objectif Phalère, afin d'atteindre rapidement l'acropole d'Athènes. Les troupes restantes auraient alors franchi le Karadra, le petit ruisseau qui traverse la plaine de Marathon, avant de se perdre dans des marais. Avant la bataille, les armées sont séparées d'au moins 8 stades, soit approximativement 1500 mètres. Miltiade décide de Callimaque le polémarque à étendre la ligne des soldats grecs. Il dispose les troupes de deux tribus situées au centre du dispositif. Les Léontides commandés par Thémistocle et les Antiochides commandés par Aristide, sur 4 rangs, tandis que les autres tribus sur les flancs restent sur 8 rangs. En effet, la grande force des phalanges grecques est leur impact frontal, capable de disloquer les lignes de fantassins adverses. En revanche, elles sont un peu manœuvrantes et très vulnérables sur les flancs. Il est donc crucial pour les Grecs qui sont en infériorité numérique de ne pas se faire déborder, en particulier par la cavalerie perse. Il est donc impératif d'une part d'élargir le front et d'autre part que les phalanges latérales soient plus puissantes pour faire reculer les ailes ennemies, et ainsi envelopper le centre perse, où se trouvent les meilleures troupes. Certains commentateurs ont même suggéré que le recul du centre grec était volontaire, pour faciliter cette manœuvre, mais Lazenby modère ces considérations, car ce serait supposer que les stratèges grecs pensaient comme les stratèges contemporains, mais aussi que cela suppose un niveau d'entraînement que n'avaient pas les hoplites. Les Athéniens chargent. Lorsque la ligne grecque est en place, Miltiade donne un simple ordre. À l'attaque. D'après Hérodote, les Grecs courent toute la distance qui les sépare des Perses en hurlant leurs cris guerre. Elei, 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 elei. C'est cependant douteux. L'armure complète au moins 20 kilos. Ah, je me suis trompé, c'est pas 30, c'est 20. Et bien trop lourde. Cette course est donc une marche rapide, en rang serré, qui s'accélère en une charge sur les derniers 100 mètres afin d'arriver à pleine vitesse sur l'ennemi. Cette tactique présente l'avantage de subir moins longtemps les flèches des archers perses, dont la limite de portée est estimée à 200 mètres. Hérodote suggère que c'est la première fois qu'une armée grecque court vers son adversaire. C'est peut-être parce que c'est la première fois qu'elle affronte un ennemi avec une telle puissance archère. Selon Hérodote, cela surprend les Perses pour qui cette charge des Grecs confine à la folie, car ils n'ont ni cavalerie ni archers. Les Perses sont aussi habitués à ce que leur adversaire grec ait peur d'eux et s'enfuient plutôt qu'ils ne s'avancent. Les Grecs traversent sans encombre les volées de flèches perses, protégés par leur armure et percutent la ligne ennemie. Les Perses sont surpris, ils s'attendaient à ce que leurs adversaires soient des cibles faciles et donc facilement arrêtés dans leur progression. Le choc de la phalange des hoplites est dévastateur, les hoplites étant tous en contact via leurs lances et leurs épaules. Il faut considérer la masse totale de la phalange et son énergie cinétique, car il arrive à pleine vitesse. C'est comme une vague scélérate qui vous fonce dessus. Au moment de l'impact, vous êtes écrasé. L'énergie cumulée par la phalange est telle que l'impact renverse les fantassins adverses. Dans les combats entre Grecs, les boucliers s'entrechoquent et les lances rencontrent les armures de bronze. Là, les Perses n'ont ni véritable armure, ni véritable bouclier. Ils n'ont pratiquement que leur peau à opposer au blindage grec, et ils n'ont pas grand-chose qui puisse pénétrer le mur des boucliers. Les flancs grecs dispersent facilement les troupes qui leur sont opposées, car elles sont constituées de troupes éparses, levées dans l'Empire, ou dioniens peu motivés et donc plus faibles que le centre. Elles se débordent et remontent dans la panique à bord des navires. Le centre résiste mieux car il est composé de troupes d'élite, les immortels entre autres. Voire enfonce en son tour le centre grec, qui n'est qu'une ligne mince d'hoplites, jusqu'à ce que les flancs grecs réussissent à l'envelopper. En effet, les troupes grecques disposent sur les ailes renoncent à poursuivre les troupes perses en déroute et se rabattent sur le centre de l'armée perse, en une parfaite manœuvre de tenaille. Là, le centre perse cède et se replie en désordre vers les navires, poursuivis par les Grecs. Les Grecs les massacrent jusque dans l'eau. Dans la confusion, les Athéniens perdent plus d'hommes qu'au moment du choc entre les deux armées. Des soldats perses fuient vers les marais où ils se noient. Un peu la stupidité. Les Athéniens d'ailleurs réussissent à capturer 7 navires perses, tandis que les autres parviennent à s'enfuir. Hérodote raconte que Sinégyre, frère d'Échille, aurait attrapé une crière perse et aurait essayé de la tirer sur la plage quand un membre d'équipage perse lui aurait coupé la main et l'aurait tué.
Finalement, Hérodote estime que 6400 corps perses ont été comptés sur le champ de bataille, et que le nombre de disparus dans les marais n'est pas connu. 7 navires ont de plus été capturés. Il donne un bilan de 192 morts athéniens et 11 platéens. C'est très peu. Callimaque et le stratège Stésilos font partie des morts grecs. Il semblerait que la tribu des Aeantides ait payé le plus lourd tribut. Datis est également tué selon Stétias. Je ne sais plus comment ça se prononce. Ensuite, d'après Hérodote, une telle différence n'a rien d'extraordinaire, même si le nombre des pertes perses est vraisemblablement exagéré. On constate fréquemment dans les diverses batailles les opposants au peuple d'Asie, que les Grecs de l'époque en ont tué pour 20 à 30 morts dans les armées orientales. Un honneur spécial est décerné aux morts de Marathon qui sont enterrés, là où ils sont tombés, et non au cimetière du Céramique. Simonide compose le distique élégiaque gravé sur la tombe. Vers 485 avant Jésus-Christ, Athènes fait ériger à Delphes un temple commémoratif, le trésor des Athéniens, sur la pente qui mène au temple d'Apollon. Plus tard, des représentations de la bataille sont réalisées à Athènes. Pausanias mentionne une peinture de celle-ci sur un portique de l'Agora, et il est possible que le relief représentant un combat entre Grecs et Perses sur le côté sud du temple d'Athéna Niké de l'Acropole présente cette bataille. Une inscription grecque retrouvée dans les possessions d'Hérodote Atticus commémorerait la bataille et indiquait la liste des soldats tombés au combat. La bataille de Marathon devient un symbole pour les Grecs et confère un grand prestige à Athènes. La propagande et les diplomates athéniens utilisent cette victoire pour justifier leur hégémonie sur le monde grec. Selon Thucydide, les Athéniens se vantaient d'avoir vaincu les Perses sans l'aide d'aucune autre cité. En 490 avant Jésus-Christ, pour mieux s'imposer aux Spartiates, considérés jusqu'à-là comme la plus grande puissance du monde grec. De façon générale, est une justification idéologique du pouvoir athénien, en particularité lors de la fondation de la Ligue de Délos en 472 avant Jésus-Christ, et la transformation de cette alliance en un véritable empire, soumettant ses alliés à un tribut. Par conséquent, les autres événements de la première guerre médique, les victoires perses, la participation des autres Grecs et en particularité celle des Platéens, sont complètement éliminés de la mémoire athénienne. Ses futurs dirigeants, Aristide, Miltiade et Thémistocle, obtiennent leur capital politique à cette occasion. La génération des combattants de Marathon, les Marathonomaques, devient une référence, en particulier pour les milieux conservateurs et traditionalistes. En moins 426, un personnage dénué d'Aristophane, vantant le système éducatif qu'il défend, conclut: c'est grâce à ces vieilleries-là que les guerriers de Marathon furent formés. La guerre et les armes ont un rôle politique et social dans la société grecque. La cavalerie est l'arme de l'aristocratie. Les petits propriétaires constituent la base de la phalange. Les plus pauvres qui n'ont pas les moyens de financer leur équipement servent dans la marine. Marathon est donc aussi la victoire d'un nouveau système politique, la démocratie, et ses citoyens soldats qui sont les hoplites, puisque l'ancien tyran Hippias a dû repartir en exil avec les Perses, et que jamais sa famille, les Pisistratides, ne put ensuite reprendre le pouvoir. La victoire consacre les nouvelles institutions. Elle signifie que les dieux leur sont favorables. L'idéologie a évolué lorsque, près d'un siècle plus tard, les opposants à la démocratie, comme Platon, exaltent les hoplites de Marathon, symbole d'un régime modéré, pour mieux dénigrer la victoire de Salamine, que je ferai dans une victoire plus tard, obtenue lors de la Seconde Guerre médique par les hommes des trières, symbole de la démocratie ouverte à tous, et de l'impérialisme athénien coupable à leurs yeux d'avoir provoqué la guerre du Péloponnèse, et la défaite de -404 contre Sparte. Ce clivage est cependant une relecture partisane postérieure, car tout au long du 5e siècle avant Jésus-Christ, les hoplites sont tout autant que les marins des partisans de la démocratie et de l'hégémonie athénienne. Pour les Perses, il s'agit surtout d'un débarquement manqué et un revers mineur dans une expédition qui a largement atteint ses objectifs, en soumettant la mer Égée au pouvoir de Darius Ier. La réaction du grand roi à cette défaite est d'emblée de préparer sa revanche et une nouvelle expédition. Mais une révolte éclate alors en Égypte, dirigée par le satrape Ariandès, et occupe les derniers mots du règne de Darius. Celui-ci meurt en 486 avant Jésus-Christ et son fils Xerxès Ier lui succède.
Et voilà, la première vidéo sur les guerres médiques est terminée. Si celle-ci vous a plu, alors lâchez un like et abonnez-vous. La prochaine vidéo portera sur la bataille la plus emblématique de l'Antiquité en Grèce, la bataille des Thermopyles, ayant opposé les Spartiates contre les Perses de Xerxès Ier. Sinon, c'était Dr. Cinco et c'était un plaisir de vous retrouver. Ciao!